quand on pense chantier, quand on pense travaux publics, on pense souvent à ce que nous voyons autour de nous, vous serez d'accord. Les travaux concernant nos réseaux routiers sont peut-être ceux dont nous avons, nous, utilisateurs, le plus conscience parce qu'ils affectent nos trajets, parce qu'aussi nous sommes aujourd'hui contraints de repenser nos moyens de nous déplacer. Alors comment maintenir nos réseaux? Quels aménagements devons-nous imaginer? Comment appréhender aussi les grands changements qui se profilent, que ce soit pour les mouvements de population, mais aussi ceux induits tout simplement par le e-commerce? Comment ne pas laisser les campagnes en dehors de la course? Nous allons en débattre tout de suite avec nos invités jusqu'à 11 h. Bonjour Christian Surgé. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération régionale des travaux publics en Nouvelle-Aquitaine. À nos côtés également Frédéric Mazella. Bonjour. Président fondateur de Blablacar et coprésident de France Digital. Et puis Christophe Bouillon, bonjour. Bonjour. Maire de Barentin, président de l'Association des petites villes de France. On va peut-être commencer tout simplement par faire un état des lieux. Je crois que le réseau routier chez nous en France, c'est plus de 20 000 km de route. La plus grosse moitié se compte en autoroute, le restant en route nationale, entre autres. Quand on parle de transition écologique, on pense bien sûr aux véhicules qui circulent sur ces routes, mais aussi aux matériaux peut-être qui sont utilisés. On parle beaucoup, Christian Surgé, d'électrification des autoroutes, de bitume solaire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans le secteur justement des travaux publics, de ces fameuses routes à énergie positive? On commence à les voir apparaître réellement? On commence à les voir apparaître. En tout cas, toutes nos entreprises investissent énormément en recherche avec comment dirais-je, avec des startups qui viennent faire de l'additif à la recherche sur les enrobés, sur la connectique et tout ça. Donc il y a évidemment toute cette nouvelle technologie est en train de se mettre en place, mais mettre une nouvelle technologie connectée, si les voitures ne le sont pas et si vous n'avez pas d'adapté, puis si ce n'est pas en corrélation, il faut aussi que tout ça, ça avance dans le temps. Il faut surtout, je pense, ne pas être pressé et ne pas imaginer que ce sera pendant 8 jours. Alors il y a des choses qui avancent effectivement. Je pense à Vinci par exemple qui a mis en place une sorte de tube intégré dans le bitume pour produire de la chaleur. Il y a Colas aussi de son côté qui a misé sur le photovoltaïque, qui vient poser des panneaux en fait sur l'asphalte. Ça reste pour le moment à l'état de test ou vraiment c'est en train de s'installer? Ça reste plus qu'à l'état de test puisque ça existe. Oui. Donc le tout après il va falloir l'étendre, il va falloir l'investir, il va falloir que les collectivités soient d'accord. Alors, hormis les concessionnaires d'autoroutes qui, évidemment, c'est plus simple que d'aller faire ça dans notre petite ville, dans une petite commune rurale, qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez bien indiqué tout à l'heure. Donc, il n'y a pas que les autoroutes, il y a aussi les routes départementales, il y a aussi les routes communales, et je pense qu'on n'est pas encore connecté partout dans nos villes et nos villages de campagne. Il ne faut jamais oublier nos villes et nos villages de campagne. Vous avez raison, ne pas oublier nos villes et nos villages. C'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui, parce que c'est important de faire des progrès, de partager davantage les voies, les routes, les autoroutes. Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser aux grands axes et à peut-être un peu moins penser aux routes secondaires. Oui, alors que concrètement, la voirie, c'est essentiel, c'est le quotidien des petites villes. Si on prend la strate que je représente entre 2500 et 25 000 habitants, c'est 26 millions de Français qui vivent dans ces territoires, qui y travaillent. C'est de l'activité économique. On a 70% des emplois industriels qui se situent dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc il y a un enjeu d'attractivité et la voirie participe à cet enjeu d'attractivité parce que lorsqu'une entreprise cherche à s'implanter, elle regarde la qualité des infrastructures. Elle regarde la question de la desserte lorsqu'elle a des enjeux d'approvisionnement, lorsqu'elle cherche aussi de se rapprocher parfois de sa clientèle, elle a besoin d'être bien desservie. Et par ailleurs, c'est important, on est sur des territoires, le périurbain, ou le péri-rural, en tout cas la passerelle entre des grandes agglomérations et puis des territoires plus ruraux, eh bien on a besoin aussi sans doute d'accompagner celles et ceux qui y habitent et qui doivent aller travailler parfois dans les grandes métropoles. Qu'est-ce qui se passe tous les matins et tous les soirs? C'est ce qu'on appelle le mouvement pendulaire, domicile-travail. On a beaucoup de nos habitants qui doivent prendre la route pour aller travailler. Et donc on a besoin d'accompagner cette évolution, ce phénomène. Il y a une idée que je voudrais faire passer, c'est que souvent, malheureusement, on considère que la voirie, c'est l'ennemi en quelque sorte. Il faut s'intéresser à ce qui roule, bien sûr, sur ces voiries.
Mais il ne faut surtout pas condamner la voirie, parce que dans nos communes, c'est un facteur d'attractivité et même de désirabilité. On voit qu'il y a un regain d'intérêt aujourd'hui vis-à-vis de nos territoires. À l'aune de la crise sanitaire qu'on a traversée, il y a une augmentation de la population. Elle est modeste. Malgré tout, on regarde un peu différemment nos territoires. Mais quand des hommes et des femmes viennent poser leurs valises dans nos territoires, ils attendent un niveau de service assez important. Et la voirie y participe, les infrastructures en général également. Frédéric Mazella, comment on fait pour inventer une mobilité raisonnée et raisonnable? Vous l'avez fait en partie avec Blablacar. Il faut peut-être que le mouvement soit encore plus pérenne et que ça ne touche pas que les voitures, que les bus, que finalement tout le monde s'y mette à peu près partout. Je pense qu'il faut avoir déjà une approche de raison sur la consommation d'énergie par nos déplacements. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait avec le développement du covoiturage, aujourd'hui principalement longue distance, et puis maintenant aussi sur les trajets domicile-travail, c'est justement tout simplement de diviser par 2 ou par 3 ou par 4 l'énergie dépensée par passager pour se déplacer en voiture. Donc aujourd'hui, Blablacar, c'est 100 millions de personnes dans le monde, c'est 20 millions de Français. Donc ça, c'est sur les trajets plutôt longue distance, donc de déplacement pour aller voir sa famille ou pour aller en week-end ou des choses comme ça. Et sur le courte distance, on développe maintenant Blablacar Daily, qui est justement la solution pour relier les personnes qui vont de chez eux au travail tous les jours et qui en reviennent. C'est 74% des actifs en France, hein, c'est 18 millions de personnes qui tous les matins, tous les soirs prennent leur voiture pour aller travailler. Donc c'est vraiment gigantesque, c'est un nombre de kilomètres incroyable et ces trajets-là sont faits principalement avec une seule personne à bord. Donc nous, tout ce qu'on dit, c'est qu'au niveau consommation d'énergie, on peut mieux faire, et dans une voiture, il y a 4 ou 5 places. Et donc tout ce qu'on fait, c'est permettre justement aux gens de partager ces trajets-là. Aujourd'hui, c'est 2 millions de personnes qui le font quand même en covoiturage avec Blablacar Daily. Donc on continue à progresser. On est pionnier, c'est intéressant aussi de le mentionner, c'est-à-dire qu'en France, la France est le pays dans lequel il y a le plus de covoiturage dans le monde, pionnier et leader. Voilà, pionnier et leader en pourcentage de la population. Alors par contre, ça reste évidemment à améliorer. Au niveau impact environnemental, on voit que le covoiturage déjà longue distance permet une économie significative. C'est 1 600 000 tonnes de CO2 économisées par an grâce au partage des voitures. Tout simplement parce qu'il vaut mieux avoir 2 personnes par voiture que 2 voitures par personne. Enfin, c'est le simple constat. Et donc 1 600 000 tonnes de CO2 économisées par an grâce au covoiturage. C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Ça représente 0,3% des émissions nationales de la France, qui sont à peu près de 500 millions de tonnes de CO2. Donc en fait, c'est déjà un bon pas dans le bon sens, et on va développer ça aussi sur les habitudes le matin et le soir pour aller et revenir du travail. Ouais, c'est d'autant plus important que si mes chiffres sont bons, la route représente aujourd'hui, je crois, 85% des déplacements en France. Hein. On les fait en voiture, c'est dire si effectivement l'enjeu est important. Jérémy? Oui, tout à fait. Ben, justement, tout ce qui vient d'être dit, ça démontre bien comme ce parcours entre monde rural, urbanité, entre domicile, travail, ça concentre à peu près tous les enjeux de l'infrastructure routière. Parce que vous avez parlé de technologie tout à l'heure, des travaux de Colas ou Eurovia pour ne pas les citer. Ce n'est pas forcément sur les autoroutes qui vont être mis en place. D'ailleurs, aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment on les dimensionne, et on se rend compte qu'elles sont plutôt adaptées pour être sur des routes de petites communes. Donc ça, c'est pour le volet infrastructure. Ensuite, si on prend les mobilités, c'est aussi un énorme enjeu, c'est que là, on doit gérer une pénurie de mobilité, une pénurie de moyens. Vous êtes en ville, vous avez le choix entre le tramway, le métro, bon, je ne vais pas vous citer tous les transports lourds qui existent. Là, aujourd'hui, la question, c'est de se dire comment on entretient et on aménage une infrastructure, une voirie qui soit attractive, qui permette justement aux gens de se déplacer facilement vers le centre-ville, vers leur travail. Comment on fait ça avec très peu de solutions? Et par exemple, les solutions, comme vous l'avez mis en place, c'est l'autopartage au sens large. Et si on prend la ruralité à proprement dit, vous êtes obligé de gérer quasiment avec le vélo et la voiture. Après, la voiture n'est pas forcée d'être au diesel. Hein. On a le droit d'envisager de la faire tourner à autre chose, à l'électricité et ainsi de suite. Donc vous voyez, on a les enjeux d'infrastructure, les enjeux de ce qu'on utilise pour se déplacer, et faire gérer quelque part la pénurie, et en même temps trouver des innovations injectées. Tout ça pour dire que dans ce microcosme de la ville périphérique et de la ville, on a tous les enjeux. On a même un nouvel enjeu qui va venir se greffer, ça je pense que ça vous intéresse tous, c'est les zones à faible émission. Parce qu'il ne s'agit pas juste de se déplacer à l'intérieur de son village,
Il s'agit de pouvoir aller travailler et donc peut-être créer des parkings relais, des choses comme ça. Et ça intéresse au plus haut point, je pense, les travaux publics. Vous n'allez pas me dire le contraire. Oui, effectivement. Je vous en prie, allez-y. Bien évidemment, ce que vous dites est extrêmement important. Il faut faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Tant que les infrastructures ne seront pas en place, tant que nous n'aurons pas réfléchi d'une façon définitive à ce que nous souhaitons faire, que ce soit avec les petites villes, avec les banlieues et avec l'urbain, on ne saura pas répondre à ce problème de mutation écologique. Ça me paraît fondamental. Aujourd'hui, on est dans l'interdit. Moi, ça me gêne beaucoup, l'interdit. Je préférerais qu'on mette en place les structures, et une fois qu'elles sont en place, on interdit et on oblige, et pas l'inverse. Aujourd'hui, on est dans cette zone-là, les ZFE, qui, à mon avis, si elles vont trop vite, peuvent avoir une véritable révolution au niveau de l'urbain. Zone à faible émission. C'est-à-dire, vous devez montrer pas de blanche, enfin vignette blanche pour rentrer dans une zone donnée. En l'occurrence à centre-ville la plupart. Absolument. Et alors, moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'on en arrive à ce qu'on dise, les gens de banlieue restent en banlieue, les gens de la campagne restent à la campagne, et puis les gens des centres-villes, ils ont le droit de faire du vélo, et puis voilà. Donc, je ne dirais pas ce que je voudrais rajouter de plus, mais il faut faire très attention à cela, ne pas opposer les gens, à faire en sorte que nous soyons complémentaires. Oui, ça signifie qu'il y a une part à prendre aussi du côté des collectivités importantes pour s'engager davantage dans la mise en œuvre de ces infrastructures. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est vrai qu'on a changé d'époque. On a été pendant de longues années dans un moment qui était le tout métropole. On investissait massivement dans les métropoles parce qu'on considérait que c'est là où on doit concentrer les meilleures formations, les meilleures infrastructures, les meilleurs emplois et autres. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et heureusement, c'est notre pays qui est comme ça, c'est que la majorité des Français vivent dans des territoires périurbains, ruraux, dans les petites villes. Eh bien, on doit s'adapter à cela et faire en sorte de répondre à la question, bien évidemment, de la décarbonation des mobilités. Mais comme vous le disiez à l'instant, ça passe par nos territoires. Parce que c'est là où se situe la majorité des enjeux. Vous savez, si les habitants des petites villes sont obligés de prendre la voiture, c'est qu'ils n'ont pas aujourd'hui d'alternative à la voiture. Sauf, bien sûr, comme ça a été bien expliqué, le covoiturage. C'est toujours mieux que l'autosolisme, de se retrouver tout seul dans sa voiture. Mais sur les infrastructures et notamment sur la ZFE, moi j'alerte sur un point qui est important. Beaucoup des salariés aujourd'hui vivent autour des métropoles. Oui. La ZFE, il ne faut pas que ça devienne la zone à fort ennui, à la fois pour les habitants de nos territoires, mais même pour les chefs d'entreprise. Moi, je connais beaucoup d'artisans aujourd'hui qui ne disposent pas d'utilitaires qui correspondent à la norme qui est nécessaire pour aller dans la ZFE. Un risque existe, c'est que ces artisans qui sont implantés chez nous, ou même des TPE, des petites entreprises, demain changent leur lieu d'implantation pour pouvoir se retrouver dans des territoires où il n'est pas ces difficultés pour aller dans les grandes agglomérations. Donc il y a un enjeu qui est maintenant, parce que ce n'est pas demain la ZFE, c'est maintenant. Et je pense que là, il faut accompagner beaucoup plus fortement à la fois les chefs d'entreprise, mais aussi les habitants de nos territoires. Comment est-ce qu'on fait justement pour que cet accompagnement soit plus global et qu'on arrive à embarquer tout le monde, Frédéric Mazella? On a la chance aujourd'hui d'être capable de construire des systèmes qui sont à la fois hyper accessibles, j'allais dire facilement depuis nos smartphones, et en même temps répartis partout sur le territoire. Si on prend l'exemple du covoiturage, aujourd'hui, vous regardez comment sont structurés les transports en commun en région Île-de-France par exemple et ailleurs, et vous voyez l'impact que ça a sur les trajets qui sont faits par les personnes. Vous avez en région Île-de-France 42% des personnes qui vont tous les jours au travail en voiture. J'ai envie de dire seulement 42%. Pourquoi? Parce que les infrastructures de transport en commun en Île-de-France sont exceptionnellement bien maillées. Dans le reste du territoire, on est plutôt autour de 80% des personnes qui prennent leur voiture tous les matins, tous les soirs. Enfin, c'est à peu près les statistiques. Donc en fait, on voit bien que le réseau de transport en commun permet quand même d'absorber beaucoup des trajets des personnes qui vont tous les jours au travail. Alors ce que l'on fait nous en développant le covoiturage, c'est qu'on voit qu'on arrive en quelque sorte à développer une forme de transport en commun pour les zones peu denses, ou les zones peu denses et les zones pas vraiment desservies par les transports en commun. Et on le voit effectivement en miroir, parce que typiquement en région Île-de-France où Blablacar Daily est bien développé, on voit que en fait on a 99% des trajets proposés sur notre application Blablacar Daily qui ne sont pas des Paris-Paris, qui sont vraiment soit des banlieues-banlieues, soit des banlieues-Paris, et qui viennent en complément des transports en commun, c'est-à-dire que les axes qui sont bien développés sont des axes miroirs par rapport aux transports en commun. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont au travail, s'il y a une solution de transport en commun qui marche, ils la prennent. S'il n'y a pas de solution de transport en commun, eh bien, ils vont prendre leur voiture, parce que c'est pas forcément agréable non plus d'aller faire 1 heure ou 1 heure et demie, parfois de trajet le matin et le soir, et de se retrouver dans les bouchons. Donc en fait, on a une solution avec le covoiturage qui est directement branchable partout sur le territoire,
voir et qui vient en miroir des transports en commun se développer de manière totalement naturelle. Pourquoi? Parce que avec le covoiturage, on a déjà les routes, on a déjà les voitures, on a déjà les conducteurs qui font d'ailleurs les trajets aux bons horaires le matin et le soir. Donc si vous voulez, on a tout ce qu'il faut pour faire un réseau de transport en commun. La seule chose à compléter et qui puisse manquer, c'est justement le fait, l'accès à cette information pour les passagers, du fait que toutes les voitures sont libres. Parce que les voitures, elles sont libres, hein. Enfin, on les voit passer partout, elles sont déjà là. Donc c'est déjà un réseau de transport latent qui ne demande qu'à être révélé. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Blablacar. C'est ce mix finalement qui va permettre peut-être de réduire la facture, si j'ose dire, pour la planète. Quand on parle de partage auto, de mobilité douce, hein, que ce soit la trottinette, le vélo dans les villes. C'est vraiment là-dessus que vous misez aujourd'hui, vous, dans les petites villes? Oui, parce qu'on est pragmatique, vous savez. Quand vous vivez à côté de grandes agglomérations, vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire comme ces grandes agglomérations en termes d'offres de transport, pour des raisons de densité, tout simplement, de modèle économique, mais par de solutions, de leviers que vous avez à portée de main. Il y a le covoiturage, mais il n'y a pas simplement le covoiturage. Se développe de plus en plus, par exemple, les cars à haut niveau de service ou les bus à haut niveau de service. Ça, c'est un besoin d'infrastructure. Parce que malgré tout, il n'y a pas forcément les espaces, les infrastructures aujourd'hui qui sont bâties pour cela. Donc il y a des solutions très pragmatiques qui doivent mélanger finalement covoiturage, autopartage, ferroviaire aussi, quand on a encore des chances d'avoir des gares dans des territoires, et puis aussi bus à haut niveau de service. Donc il y a des besoins d'infrastructure, il y a des besoins d'investissement, mais je crois qu'à un moment ou un autre, c'est maintenant que ça se joue. Pourquoi? Parce que la ZFE, c'est maintenant, parce que par ailleurs, les choix pour les habitants, les choix d'achat de véhicules, les choix de changement de mode de déplacement, etc., c'est aujourd'hui que les stratégies, elles existent. Alors avec une difficulté malgré tout, à l'échelle de nos territoires, c'est qu'il ne faut pas oublier par ailleurs que certaines infrastructures existent déjà et qu'il doit y avoir un effet rattrapage, parce qu'on a déjà un sujet qui est pris en compte aujourd'hui par la Fédération nationale des travaux publics, c'est la question de l'état de nos infrastructures. Et ça joue aussi en termes d'attractivité quand vous avez des infrastructures style pont ou des voiries qui ne sont plus adaptées pour accueillir autant de trafic, même si on le diminue à travers le covoiturage. Notre expert, Jérémy Bélanger. Je confirme sur la dégradation des infrastructures. Je pense que le chiffre, on l'a à peu près tous en tête. Peut-être c'est le Forum économique mondial qui disait qu'on était passé d'un statut de leader à 18e mondial en une dizaine d'années. Donc si on essaie de nous expliquer qu'on maintient bien nos infrastructures, enfin, ça va être très dur de nous l'expliquer justement. Pour revenir sur le fait que aussi le monde de la périphérie et le monde rural a trouvé à qui parler aussi avec des entreprises privées et qu'il faut faire converger tout ça. La loi d'orientation des mobilités, elle a permis aux communautés de communes de s'organiser. Il me semble que plus de 50% d'entre elles ont décidé de devenir autorité organisatrice de transport. Ça veut dire que cette problématique des mobilités, elle est vraiment intégrée aujourd'hui. Et cette communication entre le monde privé, ça peut être une solution comme les solutions proposées par Blablacar, donc qui peuvent se passer d'infrastructures puisqu'elle est préexistante. Un monde privé qui va venir vous accompagner dans la remise à niveau, dans le réaménagement, dans l'implantation de bornes électriques, enfin en tous les cas dans le savoir-faire, et le monde public aussi qui désormais a les moyens de travailler. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'on a cette convergence qui est en train de se mettre en place. Les moyens publics et privés sont en train de se mettre en place. Espérons qu'on arrive à trouver les moyens financiers. Vous avez évoqué, Jérémy, la question de l'électrique, et oui. C'est vrai que beaucoup disent que c'est la solution. Est-ce que ça l'est vraiment? Parce que certains économistes font la démonstration que si demain tout le monde se met à rouler à l'électrique, on sera dans l'impossibilité évidemment de faire face à la demande énergétique. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que là aussi il faut davantage penser mix énergétique pour répondre à la question? Frédéric? Je veux bien prendre la question, mais je pense que vous avez déjà reçu Jean-Marc Jancovici qui pourra vous en parler en long, en large, en travers. Il sera là tout à l'heure. Il sera là tout à l'heure. En fait, effectivement, on a un problème de mix énergétique. Alors en France, on n'est pas si mal. J'ai envie de dire par rapport, ne serait-ce qu'aux Allemands, parce que du coup, notre électricité n'est pas produite avec des usines à charbon. Enfin, je schématise, mais en fait, globalement, aller mettre des voitures électriques sur les routes, quand en fait vous produisez l'énergie avec des usines à charbon, ça sert juste à rien. C'est-à-dire que c'est comme mettre des voitures thermique avec un pot d'échappement de 1000 km qui va cracher son CO2 un peu plus loin. Donc en fait ça sert à rien. Donc en fait vraiment dans la réflexion de l'optimisation de notre usage de l'énergie pour se déplacer, il faut effectivement regarder le mix énergétique complet de tout un pays. Donc ça touche évidemment des stratégies nationales, voire parfois internationales évidemment de géopolitique, mais sur la manière avec laquelle on utilise l'énergie et la manière avec laquelle on l'économise. Alors évidemment nous ce qu'on propose quand on fait du
du covoiturage, c'est simplement de diviser la consommation d'énergie. C'est hyper simple, c'est-à-dire que dans tous les cas, même si on change son mix énergétique, aller diviser sa consommation, c'est intéressant. Ce le sera toujours, hein. C'est-à-dire qu'on surconsomme aujourd'hui en énergie, on le sait. Il y a tout un tas de métriques qui nous montrent à quel point aujourd'hui, eh bien, en allant chercher notamment des ressources fossiles, on est en train d'extraire des choses qui ont mis des dizaines de millions d'années à se mettre sous terre, et on est en train d'aller les remettre dans notre atmosphère, et après on se plaint du réchauffement climatique. Mais en fait, c'est la conséquence évidemment directe du fait qu'on est allé chercher toutes ces énergies fossiles qui avaient mis des dizaines de millions d'années à se mettre sous terre. Donc en fait, nous, en quelques dizaines d'années, donc il y a un facteur 1 million entre les deux, eh bien on est en train de tout ressortir et de tout remettre dans l'atmosphère, et évidemment ça chauffe. Donc là, il faut vraiment penser à toutes les solutions, à la fois diviser notre consommation, économiser sur certains déplacements qui ne seraient pas forcément utiles, et puis aller effectivement penser à notre mix énergétique pour diminuer au maximum la pollution qui résulte de notre surconsommation d'énergie. Christophe Bouillon. Oui, vous savez, je suis normand. Chez nous, on dit ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Oui. Je pense que ce qui est important, c'est le mix. C'est en effet prendre toutes les solutions qui soient adaptées aussi aux conditions de vie, au territoire. Beaucoup des territoires périurbains sont devenus en effet autorités organisatrices des mobilités. Qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent d'abord la situation qui est la leur. Elles font des mixtes, elles mettent un peu de covoiturage, un peu d'autopartage. Elles essayent aussi de bâtir des solutions en termes de transport en commun. Elles permettent aussi sans doute d'accompagner bien évidemment celles et ceux qui veulent aller vers la mobilité électrique, en faisant attention à une situation qu'on connaît aujourd'hui dans le territoire, c'est le déploiement par exemple des bornes. Même si 90% de ceux qui sont propriétaires des véhicules électriques se chargent chez eux, n'en demeure pas moins aujourd'hui que c'est un vrai enjeu. L'autonomie en est un autre. Alors on peut imaginer aussi, ça se fait parfois dans des territoires périurbains, que vous ayez besoin de prendre un véhicule électrique pour aller dans une zone pour vous garer et ensuite prendre un autre mode de transport. On le fait pour le covoiturage, on le fait aussi pour des cars à haut niveau de service. Bref, je pense que la pire des choses, ça serait d'être dans une solution unique. On a vécu ce que le diesel a impacté en termes de pratiques dans les entreprises et sur nos territoires. Je pense qu'il faut encore une fois pas tous les œufs dans le même panier. Christian Surgé. Oui, moi je fais confiance à nos ingénieurs qui savent s'adapter. Si demain on n'utilise plus les énergies fossiles, ils trouveront d'autres solutions, que ce soit l'hydrogène ou l'électrique. Je pense qu'il y aura toujours des voitures qui circuleront. Après, il faut peut-être qu'il y en ait un peu moins, mais comme la population croît, on va avoir du mal quand même à baisser la circulation. Comme on s'est déplacé de la ville vers la campagne, parce qu'il y a le télétravail qui permet aussi de se déplacer moins. Donc il y a tout un tas de choses qu'on est capable d'inventer et d'imaginer à partir du moment où on a la volonté. Et aujourd'hui nous l'avons. Mais attention de ne pas mettre la charrue dans le bœuf. Moi je suis très attentif à cela. Et il va falloir encore des routes, je vous le garantis, et en bon état. Je voulais revenir sur l'histoire des routes en 3 secondes. Le problème c'est qu'en fait, dans notre pays, il y a plusieurs strates. Les nationales, c'est la nation. Les départementales, c'est le département. Les interrégionales n'existent quasiment pas. Le rural, c'est le rural. Donc en fait, il y a tout un tas de services qui s'occupent de la même chose. Il va falloir aussi simplifier peut-être cela pour faciliter justement ces liens qu'il y a entre la ville, la campagne et le reste. Et là, vous allez avoir besoin de nous, hein, c'est sûr. Hein. Merci. Frédéric Mazella, et après je voudrais qu'on parle du dernier kilomètre parce que c'est important, là aussi ça pose un certain nombre de problèmes. Oui, peut-être juste un mot sur le fait qu'on parle d'investissement. Je précise que le covoiturage c'est 0 investissement, c'est-à-dire que tout est là. Comme je le disais tout à l'heure, les routes, les voitures, les conducteurs, tout est là. Et les horaires, tout est déjà là. La seule chose, c'est un changement d'état d'esprit, une communication pour signifier que ces choses-là existent. En plus, elles sont économiques pour les gens qui les utilisent. Ça permet de diviser la facture. Quand on dit diviser l'énergie consommée, on dit aussi diviser la facture tout simplement financière, c'est-à-dire économique. Quand on fait du covoiturage, on divise ses frais de déplacement. Donc en fait, tout est déjà là. Le covoiturage est probablement la seule solution qui demande aucun investissement aujourd'hui. Par contre, ça demande effectivement un accompagnement en communication et en positionnement et en état d'esprit de rentrer dans un mode alors à la fois évidemment plus rationnel au niveau économique, mais aussi beaucoup plus convivial. Je précise que toutes nos études montrent que, on a 51% des gens qui nous disent que grâce au covoiturage, ils sont devenus plus ouverts aux autres. On a même 21% des gens qui nous disent qu'en covoiturage, ils ont déjà dit quelque chose qu'ils n'avaient jamais dit à personne d'autre. Alors c'est encore autre chose parce qu'on rentre dans le domaine de la psychologie, donc on pense que Blablacar est en fait le plus grand
soucis du pays, hein, c'est-à-dire que ça permet à tout le monde de parler de ces problèmes beaucoup plus ouvertement. Donc ça c'est un autre sujet, mais en tout cas ça rapproche les gens, ça permet de faire des économies d'énergie et des économies tout simplement d'argent pour tout le monde, et ça demande zéro investissement. Donc en fait c'est juste une solution qui ne demande qu'à être accompagnée, même si aujourd'hui, je le rappelle, il y a quand même déjà 20 millions de personnes inscrites sur Blablacar, donc on n'est pas non plus un service anecdotique, hein, voilà, c'est 60% des 18-35 ans qui sont inscrits sur Blablacar, donc c'est quand même c'est aussi une question gigantesque. de génération, effectivement. On va parler peut-être très rapidement de ce dernier kilomètre. Vous disiez c'est capital. Bah oui, parce que ça s'est développé à vitesse grand V. Aujourd'hui, on veut du service à notre porte. Donc, on l'a vu avec tout un tas de développement digital. Hein. On veut qu'on nous livre les choses à la maison. Donc, ça veut dire qu'aussi, il faut faire ce fameux dernier kilomètre. Comment est-ce qu'on résout l'équation? On veut toujours plus de services aussi. Ce qui est évident. Mais vous savez, aujourd'hui, d'abord, vous faites livrer chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les grandes surfaces vont livrer 10 personnes dans le même quartier au lieu que chacun se déplace. C'est déjà... moi, ce que je disais tout à l'heure en aparté, je suis surpris que dans les milieux urbains, on n'ait pas plus de minibus électriques qui sont des places de 10 personnes avec un seul ticket, vous faites toute la journée, vous montez d'un bus, vous allez dans un autre, ceci, cela, plutôt que d'avoir des grands transports en commun où il n'y a personne la journée, qui sont surchargés le soir, et la mobilité du dernier kilomètre peut être résolue justement par une facilitation d'aller d'un point à un autre rapidement et simplement. Oui, on parle beaucoup en effet du dernier kilomètre, c'est essentiel. On l'a vu aujourd'hui, il y a aussi des modes de consommation qui changent. Mais moi, je voudrais qu'on s'intéresse au premier kilomètre. Et ça, c'est un enjeu pour les petites villes. Pourquoi? Parce qu'on a de l'activité économique, on a aussi des commerçants dans les centres-bourgs, dans les centres-villes. Et eux, ils ont besoin aussi, sans doute, que ça parte de chez eux. Et je crois que c'est aussi un enjeu qui nécessite sans doute d'adapter à la fois le réseau, mais aussi ce qu'on fait circuler sur le réseau. On parle beaucoup de covoiturage pour les personnes. Mais il y a aussi une forme de covoiturage qui est permis dans la loi d'orientation des mobilités pour les marchandises. Et je pense qu'il y a là encore des solutions assez innovantes, assez intelligentes, mais parlons aussi du premier kilomètre, parce que ça nous concerne dans nos territoires. On voit qu'il y a encore énormément de choses à inventer, hein, d'innovations qui vont probablement se créer dans les années qui viennent. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour évoquer cette question de la voirie, du partage de la route qui est essentiel évidemment, notamment pour les collectivités locales.